Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Alexandra Spiner. Bonjour, conseillère régionale LR d'Île-de-France. Jérôme Dubus, bonjour. Vous êtes membre du pôle ID chez Horizon. Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine. Et vous avez publié Un animal pour les gouverner tous. Et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Évidemment, Israël. Bonjour. Ouf, c'est très fort. Israël encore et toujours à la une de l'actualité avec les répercussions en France, répercussions politiques. La fin de la NUPES est-elle actée? Le RN est-il rentré dans le champ républicain, comme le dit Meyer Habib? Ça, c'est franco-français, mais ce sont les conséquences de ce qui s'est passé. Et puis évidemment, la guerre des otages en Israël et les horreurs, l'horreur absolue avec ce qui s'est passé dans plusieurs kibboutz, des décapitations de bébés, des femmes enceintes éventrées, des enfants violés. Vous l'avez peut-être entendu chez Jean-Jacques Bourdin ce matin. On va y revenir dans un instant. J'ai voulu maintenir les coups de cœur, les coups de gueule pour parler un peu d'autre chose. Jean-Luc, on va commencer avec vous, Jean-Luc Benamias. Oui, j'ai changé un peu de sujet, comme on peut le voir, évidemment. C'est un coup de cœur pour le documentaire passé sur France 2, France Télévisions, France 2 hier soir, intitulé « Nous les oubliés », sur l'histoire de ce qui existe encore d'ailleurs, ça s'appelle la classe ouvrière. Il y a encore 5 millions d'ouvriers. Voilà, c'est un long documentaire qui faisait honneur à tous ceux qui travaillent à la chaîne, à tous ceux qui travaillent durement, et ça existe encore. Alors même si évidemment les conditions de travail se sont améliorées, alors c'est toute l'histoire des avancées sociales et des reculs sociaux. Voilà, ça change un peu de sujet, mais je pense que c'est important de rappeler qu'il existe des petites mains masculines et féminines qui continuent à bosser comme des malades en France. Bien sûr, des usines en particulier, avec des gens qui sont dans des conditions difficiles. Donc nous, les ouvriers, ouais. Je pense particulièrement à ces images à chaque fois qu'on voit de femmes travaillant dans les poissonneries à la sortie des bateaux et triant à la chaîne, et ça continue encore aujourd'hui. Hein, c'est des milliers de poissons à couper à chaque fois et à mettre en boîte. Conditions de travail qui se sont évidemment largement améliorées depuis le début du 19e siècle, mais quand même, ça ressemble quand même beaucoup au 19e siècle. Pensez aussi, quand vous achetez des volailles en magasin, en supermarché, qu'il y a des gens qui sont sur une chaîne et qui, j'ai pu en visiter une fois, et c'est vrai que des gens qui répètent le même geste toute la journée pour couper des cuisses de poulet, c'est encore un travail qui est souvent accompli par de l'humain. Alexandra, un coup de cœur pour un livre? Oui, un coup de cœur pour un livre, vraiment je vous le recommande, c'est celui de la journaliste Laure Dessy, aux éditions des Échappés, La réputation, donc enquête sur la fabrique des filles faciles. Qui sont ces filles? Comment naissent ces réputations? La journaliste revient sur l'assassinat de Shaina, une jeune fille, une petite fille de 15 ans, poignardée à plusieurs reprises et brûlée vive dans un cabanon à Creil, dans l'Oise, par celui qui était son petit ami. Alors Shaina avait été 2 ans auparavant victime d'un viol en Réunion. Les deux affaires sont judiciairement distinctes, mais tragiquement liées, car si celui qui était son petit ami se rapproche d'elle, c'est précisément en raison de sa réputation de traîner. Cette réputation, ce sont ses agresseurs qui l'ont forgée. Ils ont propagé l'idée que c'était elle qui souhaitait avoir des relations sexuelles, donc l'horreur absolue. Il se rapproche d'elle car il est sûr donc de pouvoir avoir des relations sexuelles avec elle, et quand elle tombe enceinte, il préfère la tuer plutôt qu'entacher sa propre réputation. Avec cette enquête, Laure Dessy nous plonge vraiment dans le calvaire que vivent de nombreuses femmes à Creil et dans d'autres cités évidemment. Ces femmes qui ne sont pas dignes d'être respectées si elles ne respectent pas un certain nombre de règles d'un autre temps. La mort de Shaina a été vécue comme une sorte d'avertissement
pour les jeunes filles de la cité, attention, si vous ne respectez pas les règles, regardez ce qu'il peut vous arriver. C'est ça le message. Et c'est ce qu'elle raconte dans son livre. C'est ce qu'elle raconte dans son livre, et c'est au travers aussi de témoignages de jeunes filles. C'est vraiment très poignant. Et pour ne pas être dans le camp des traînées, donc elles doivent se plier à un certain nombre d'interdits, ne pas porter de jupe courte, ne pas porter de vêtements transparents, ne pas s'afficher avec un garçon, et puis bien sûr le tabou absolu, c'est la virginité. Ouais, absolument. C'est vous une réaction peut-être vous avez... Moi j'avais entendu parler de cette affaire il y a plusieurs années, et à cette époque-là j'avais été horrifié par le silence des personnes qui se disent féministes. Oui, merci. Ça rentre pas forcément dans leur logiciel d'intersectionnalité des luttes. Voilà, donc pour chercher des MeToo partout, pour écrire de l'écriture inclusive, il y a du monde. Mais quand il y a vraiment des vrais problèmes, courage, fuyons. Et on reste silencieux, elle a vraiment été abandonnée de tous. Et c'est 20 ans plus tard, après l'affaire tragique de la petite Sohane brûlée vive. Aussi, c'est que qui avait suscité la création de Ni pute ni soumise. Où sont toutes ces associations féministes, ces féministes en carton, toute à leur obsession woke et autres concepts délirants qui sont à traquer l'usage d'un mauvais pronom et qui sont complètement aveugles en fait au drame de ces jeunes filles parce qu'elles sont victimes de codes d'honneur, il faut bien le dire, d'une certaine population. Et l'histoire de Chahina, c'est l'histoire de toutes ces jeunes filles des territoires oubliés de la République. Non, alors, Jérôme Dubu. Alexandra nous dit que c'est un livre formidable, donc on va le lire évidemment. Vraiment. C'est une enquête. C'est une enquête poignante. Cela étant, alors c'est la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que on a fermé les yeux. Vous le disiez tout à l'heure. On a fermé les yeux pendant des années. On continue d'ailleurs de fermer les yeux. Quand est-ce qu'un jour on dira que dans ces cités, il y a une loi qui est la loi de la charia, très clairement, voilà, où la parole de l'imam prime sur celle du professeur, qui est sur les valeurs de la République. Absolument. Et qui est appliquée quotidiennement, et notamment vis-à-vis des femmes. Alors personne ne le dit, on a l'impression que on marche sur des œufs quand on va dire ça, qu'on va faire en sorte que tout d'un coup on ait effectivement des réactions extrêmement violentes. Non, il faut le dire, il faut le dénoncer. Mais on a des territoires là qui sont alors perdus de la République. Moi j'aime bien le terme, il est gentil, mais non, c'est beaucoup plus fort que ça. Ce sont des territoires où la loi de la charia s'exprime et s'applique. Jean-Luc Bedamias. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jérôme. Tout simplement, je pense que les intégrismes religieux ne sont pas uniquement musulmans. Écoutez, en tout cas à Creil, c'est le cas. Oui, non, mais j'entends bien, Alexandra. Je ne peux pas dire autre chose. J'ai suivi cette horrible affaire. Ça me rappelle vraiment quelque chose. Et cette atrocité qu'a vécue cette pauvre Chahina et qui, comme le dit Jérôme, il existe des conditions dans un certain nombre de cités où effectivement la parole, la présence des femmes est considérée comme anecdotique et qu'on peut s'en servir comme on a envie. C'est une triste réalité. Quand je dis qu'il y a quand même beaucoup de religions, et pas uniquement la religion musulmane, pas uniquement l'islam, où il existe ce genre de choses aussi. Voilà, c'est tout. Non, mais évidemment, tous les extrémismes religieux sont dangereux. Mais là, en l'occurrence, on parle de quelle religion Voilà. Et j'entends bien, j'ai pas dit le raison, mais il se met un peu. C'est toujours un masque sur la tête, parce qu'en réalité, ce qui est vécu au quotidien, c'est quand même provenant de la même religion. Je suis désolé. Alors après, on peut considérer que ce sont des intégristes, des islamistes. Je ne sais pas quel nom il faut leur donner, mais enfin, moi j'ai vécu, je suis catholique, j'ai vécu l'intégrisme catholique de près, ça n'avait rien à voir. C'est pas du tout en rupture avec les lois de la République, si tu veux. La condition de la femme était très difficile dans cette religion aussi, ça a mis beaucoup d'années à évoluer, c'était compliqué, elle était au foyer, voilà, on considérait qu'elle devait faire des enfants, qu'elle était au foyer, point à la ligne, qu'elle n'avait pas le droit à la parole. Bon, on connaît ça tous, hein, on l'a vécu, ok. Mais là, c'est quand même. La France, Jérôme. Non, mais là, c'est un degré supplémentaire. C'est-à-dire que ce sont quand même, pour la première fois, des territoires qui font sécession avec la France, il faut bien le dire. Et la réputation. Je n'ai pas dit le contraire. La réputation de jeunes filles impures les livre à la vindicte. C'est-à-dire, elles sont condamnées sûrement à une mort sociale.
voire pire pour China et Sohan. Mais ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu Gérard Larcher, chez nos confrères de CNews, qui a dit « Tous collectivement, nous avons été faibles, nous avons accepté qu'au prétexte de la religion, certains quartiers ne soient plus systématiquement habitables parce que on serait juif. » Mais plusieurs politiques, dont David Lisnard, lui ont dit « Non, nous, vous ne pouvez pas dire nous. Nous avons alerté, nous avons été un certain nombre à résister, mais nous étions assez seuls quand David Lisnard a décidé d'interdire le David Lisnard n'était pas le seul à le dire, mais je vous rappelle quand même qu'au moment de la mort d'Ilan Halimi, quand certains, et ils étaient peu nombreux, dénonçaient l'antisémitisme des banlieues, souvenez-vous qu'ils ont été couverts d'opprobre. Ils étaient islamophobes, c'était un discours insoutenable. Il faut s'en souvenir. Alors, on va marquer une pause et on va continuer à débattre avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité évidemment dominée par ce qui se passe en Israël et par les répercussions en France. On en parle avec Alexandra Spiner, conseillère régionale d'Île-de-France, Jérôme Dubus, membre du pôle idée d'Horizon, Lucas Jakubowicz, journaliste politique et rédacteur en chef de Décideur Magazine. Je rappelle votre livre, Un animal pour les gouverner tous, chez Arquet Éditions. D'ailleurs, une parenthèse, quand on dit concernant les exactions qui ont été commises, ce sont des animaux. Je pense que les animaux ne font pas ça. Les animaux. C'est une offense faite aux animaux. Oui, je trouve aussi. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Donc, au sommaire, la guerre des otages, LFI qui persiste et signe la fin de la NUPES. Point d'interrogation. Le RN est-il entré dans le champ républicain? C'est ce que dit Meyer Habib. Et puis une cinquantaine d'actes antisémites depuis le début de la guerre en France. Et ce matin, Gabriel Attal extrêmement ferme sur ces actes antisémites dont il dit qu'il ne laissera rien passer. Lucas Jakubowicz, on va continuer notre tour de table avec vous. Qu'est-ce que vous vouliez évoquer le PS. Vous avez fait, j'encourage les gens à aller voir votre compte Twitter où vous expliquez que vous êtes d'une famille de gauche et vous interrogez sur leur position. En fait, si vous voulez, moi j'ai grandi, je suis un enfant du début des années 90, fin des années 80. C'est mon histoire personnelle. J'ai grandi dans une famille qui était plutôt à gauche et qui était plutôt effectivement PS. Oui. En vrai, j'ai même pas les mots. Dans mon enfance, en fait, vraiment, et c'était le cas pour beaucoup de Français, le diable absolu était Jean-Marie Le Pen, notamment à cause de deux sorties qui dataient de 87 et 88. La Shoah est un détail de l'histoire, et du rafour crématoire. Avec ses propos, il était totalement ostracisé par la gauche, mais aussi par la droite, qui avait organisé un cordon sanitaire autour de lui. Aujourd'hui, on observe que depuis quelques années, et en fait depuis 2019, la France insoumise fait, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire pire ou mieux que le Front National de Jean-Marie Le Pen dans l'abjection. On peut faire une liste à la Prévert de tout ce qu'ils disent. En sciences sociales, ça s'appelle du dog whistling. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de dire des choses antisémites pour parler à un électorat antisémite sans être condamné par la justice. Donc c'est assez habile. Il y a plein de choses qui ont été dites. On peut parler par exemple de la blague vaseuse, même blague de Mathilde Panot qui disait que Elisabeth Borne était une rescapée, sachant que ses parents, enfin son père avait été déporté. On peut aussi parler de Jean-Luc Mélenchon qui, avant le premier tour de la présidentielle de 2022, sous-entend que les attentats de Mohamed Merah avaient été voulus pour stigmatiser les musulmans. On peut parler de Jérémy Corbyn qui vient aux campagnes électorales alors qu'il a été condamné pour antisémitisme dans son propre parti. On peut parler de Médine qui est invité d'honneur. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. On peut parler d'élus insoumis qui voient pas de problème à vendre des poupées sans visage à Roubaix. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que, de facto, en termes d'antisémitisme, en termes de racisme, en termes de haine de l'autre, en fait, la France insoumise est autant, voire pire, que le FN des années 80. Et pourtant, le Parti socialiste s'allie avec eux. Ouais.
et ne voient pas de problème de siéger ensemble. Alors il y a des dissensions hein, depuis. On a vu Anne Hidalgo qui pour le coup a été extrêmement claire et a eu des paroles très très fortes. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Mais Paris avec Anne Hidalgo, c'était pas triste. Ça fait cette dérive-là, elle n'est pas récente. Je m'étonne franchement. Et juste aussi quelque chose. On peut parler des déclarations de Anne Hidalgo. Moi finalement, je m'en fiche. C'est quoi l'important? C'est la parole ou les actes? C'est les actes. Aujourd'hui, quelle est la position du PS? Ils ont dit qu'ils resteraient dans la NUPES. Leur seule, entre guillemets, mesure de rétorsion, c'est suspendre provisoirement leur participation au contre-budget participatif de la NUPES. On est clair. C'est ridicule. Soit on est contre, soit on est pour, mais quand on tergiverse, on est pour. Et voilà, moi je suis ravagé de voir le Parti Socialiste qui se compromet comme ça avec des antisémites à contre-rebours de leur histoire. Non seulement ils perdent leur honneur, et en plus ils ne gagneront pas les élections. Je partage ce qui est dit. Simplement, je suis étonné que d'une certaine naïveté du Parti Socialiste et des gens de gauche, parce que moi, j'ai été 20 ans au Conseil de Paris, j'ai été élu 20 ans. Bon, j'ai vu cette dérive de cette association, d'abord de Bertrand Delanoë, il faut bien le dire, avec les Verts, avec une partie du Parti communiste, et surtout depuis Anne Hidalgo. Il y a quand même 2 faits que j'avais dénoncés au Conseil de Paris, je m'en souviens très bien. Le premier, c'était une manifestation à Barbès, pro-palestinienne, où on avait brûlé des drapeaux israéliens. Bon, il y avait des adjoints, monsieur Delanoë. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Ils étaient devant le drapeau. Ils n'ont pas bougé. Ils ne sont pas partis. Ils n'ont pas dénoncé. Je lui pose la question au Conseil de Paris. Non, tout va bien. Génial. On brûle des drapeaux israéliens en plein Paris. En plein Paris. Au XXe siècle. Eh bien non, tout va bien. C'est super. Deuxième point, des adjoints de Madame Hidalgo, cette fois-ci, qui vont dans une manifestation soi-disant anti-islamophobe. Vous vous en souvenez très bien. C'était en novembre 2019. 19 novembre 2019. Bon, il y avait Mélenchon, mais il y avait aussi des adjoints de Madame Hidalgo. Il y avait Monsieur Yann Brossat. Je pose la question au Conseil de Paris, ils me disent tout va bien, circuler, c'est génial. Vous voulez introduire dans le Conseil de Paris des divisions. Voilà la réponse. Enfin, c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc cette dérive, alors elle se manifeste par la NUPES et par l'association avec LFI, mais elle n'est pas nouvelle. Elle a été tolérée par des élus, par des maires du Parti Socialiste pendant des années et des années. Pour des raisons électorales. Pour des raisons électorales, pour des raisons parfois idéologiques aussi, il faut bien le dire. Et même philosophiquement. Voilà, moi je veux bien qu'aujourd'hui on découvre ça, mais c'est pas nouveau cette dérive de la gauche française. Jean-Luc, peut-être une réaction? J'ai beaucoup de mal par rapport à tout cela. J'ai dirigé les Verts pendant très longtemps. Je suis membre, même si je parle pour la LDH sur Sud Radio, je suis membre du mouvement Place Publique dirigé par Raphaël Glucksmann. Excusez-moi, je pense pas que toute la gauche soit tout d'un coup devenue antisémite. L'histoire de la NUPES, est extrêmement grande. Maintenant, on veut des actes. Des actes. La NUPES est en très très grande difficulté parce qu'il existe au niveau de la direction de la LFI des prises de parole qui ne sont pas normales. Mais je ne peux pas considérer une seule seconde qu'il y ait à gauche, et notamment aussi à la LFI, des antisémites. Il y a des débats par rapport à tout cela, des débats qui existent aussi en Israël, qui existent aussi avec la gauche israélienne, qui existent aussi par rapport à Israël. La gauche israélienne dit clairement que le Hamas était des terroristes. On peut dire, je termine, on peut dire, et ça je ne pense pas, que le RN n'est pas issu de l'antisémitisme. Enfin, soyons sérieux, l'extrême droite française est née sur l'antisémitisme. Et donc à ce niveau-là, quelle que soit l'extrême droite, alors évidemment maintenant, il y a eu la naissance... Des paroles et des actes, pardon, des paroles et des actes. Des paroles et des actes, j'essaye d'exprimer ça le plus calmement possible. Mais excusez-moi, penser que la gauche est devenue antisémite me paraît absolument. Mais on n'a pas dit antisémite. Alors, pardon, mais que font par exemple monsieur Boris Vallaud, monsieur Jérôme Guedj, que font-ils avec ces gens qui refusent de considérer que le Hamas est un mouvement terroriste? Boris, mais il reste dans la NUPES. Il s'exprime, mais il reste dans la NUPES. Je n'ai aucune leçon de lutte contre l'antisémitisme à recevoir de
personne. Mes origines, hein, ma famille. Non, mais d'accord, mais là, on parle d'un accord électoral. On parle pas de vous, Jean-Luc. Oui, mais comme je suis, comme vous le avec savez. des gens qui vont dans des manifestations, on brûle des drapeaux escaliers, on crie à mort les juifs. Ils ne partent pas, ils restent dans les manifestations. Vous avez aussi une perception des Français, dans de nombreux sondages, LFI considéré comme plus dangereux pour la démocratie que le RN. Donc il y a une image qui est en train de changer. Peut-être que le RN, effectivement, c'est tout bénef, ce que disait Aurélien Pradier ce matin, ce qui n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. C'est peut-être pas le moment de dire ce genre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez une Marine Le Pen qui est extrêmement claire face à ce qui s'est passé en Israël, et vous avez une France insoumise qui, comment elle dit rien? Mais Marine Le Pen Marine Le Pen non, mais attendez, on va pas faire le procès de Marine Le Pen ici. Non. Qui a défendu Corbyn, qui a défendu Amoury, qui a défendu Médine, qui a défendu les émeutiers de juillet, qui refuse de reconnaître que le Hamas est un mouvement terroriste? Qui? C'est Marine Le Pen? Oui, c'est tragique. Je l'affirme. Oui, le Hamas est un mouvement terroriste. J'appelle ça régulièrement sur Sud Radio et sur d'autres antennes, j'appelle ça l'islamo-fascisme. Faut être clair. Et le Hamas fait partie de l'islamo-fascisme, comme Daesh et comme bien d'autres, et comme les talibans. D'accord? Alors, on peut mettre plus clair que ça. Lucas Jakubovic. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que la politique, les idées, c'est bien beau. Il y a des grands principes, il y a des traditions, et puis il y a les actes, et il y a le vécu des gens. Très concrètement, vous prenez des gens qui sont par exemple d'origine, et pas forcément de pratique juive, qui vivent dans certaines zones géographiques. Ils peuvent pas scolariser dans leurs écoles, leurs enfants dans des écoles publiques. C'est le rapport au bain. Et c'était pas hier. Bon. Ouais, alors laissez terminer Lucas. Pardon Lucas. Ils sont parfois obligés de changer de nom, de taire leur identité. Enfin, c'est vraiment très dur pour eux. Dans leurs écoles, dans l'école où sont scolarisés les enfants, où les profs sont souvent de gauche, où les mères sont souvent de gauche, ils ont tiré la sonnette d'alarme pendant des années. On ne les a pas écoutés. Taisez-vous, vous allez faire monter l'extrême droite. Taisez-vous, pas de vague. Taisez-vous, vous êtes islamophobe. C'est des gens qui traditionnellement étaient à gauche. La banlieue rouge, comme des villes comme Champigny, étaient de gauche, avec des tas de juifs qui étaient de gauche. Aujourd'hui, beaucoup votent Zemmour. Certains lorgnent vers le Rassemblement national, mais la plupart sont des orphelins de gauche. Ils sont orphelins politiques. Ils comptent sur vous, ils comptent sur la gauche pour vraiment, on va dire, retourner à leurs valeurs à leurs valeurs traditionnelles, et ils voient rien venir. Vis-à-vis de Jean-Luc, moi, on se connaît bien, et tu sais bien que jamais on a prononcé le mot antisémitisme ici vis-à-vis de la gauche. Simplement, ce que l'on dit, c'est qu'il y a une dérive qui n'est pas nouvelle. Elle éclate aujourd'hui avec cette affaire du conflit israélo-palestinien à vif. Elle éclate aujourd'hui au grand jour, mais elle n'est pas nouvelle. Cette dérive, une partie des Verts que tu connais bien, une partie du Parti communiste aussi, je suis obligé de le dire, et évidemment une partie non négligeable de LFI aujourd'hui, parce que LFI est un parti nouveau, ne reconnaît pas la capacité à Israël de vivre en paix. Oui. C'est tout simplement ça. Dernier mot, et puis on va marquer un dernier mot. Évidemment, Jean-Luc, moi je ne parle pas du tout de vous. En revanche, moi je le dis clairement, oui, une partie de la gauche est aujourd'hui antisioniste et dénie le droit à l'existence d'Israël, et c'est la nouvelle forme de l'antisémitisme. Donc oui, une partie de la gauche est antisémite. Il faut le dire. Et ça ne sert à rien d'essayer de biaiser et de chercher des explications. Non, mais je pense que le problème. Je pense que le problème est bien plus complexe que ça par rapport à l'histoire de l'antisionisme. Qu'aujourd'hui l'antisionisme soit utilisé par l'islamo-fascisme, c'est une évidence. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, il est 11h16. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec aujourd'hui Alexandra Spinner, Jérôme Dubu, Lucas Jakubovic et Jean-Luc Benamias. Alors Jérôme, vous vouliez aborder une autre question qui est celui de l'aide. Oui, et notamment du cafouillage invraisemblable de l'Union européenne depuis 3 jours. Parce que l'Union européenne, c'est l'ensemble des pays qui aident le plus évidemment les Palestiniens dans la bande de Gaza, parce qu'il y a un programme d'un peu plus d'1 milliard sur 3 ans d'aide au développement. Bon. Alors on nous dit lundi, il y a un commissaire européen qui est d'origine hongroise qui nous dit on va suspendre toutes les aides. Bon. Ce qu'on attendait de l'Union européenne. Oui, ça semble être un geste fort, symbolique. Ce commissaire européen s'est exprimé à titre personnel parce que dès le soir, tollé
dans les chancelleries, et notamment en France, en Allemagne, etc. Par la voix de Madame Nathalie Loiseau, voilà. Il faut la citer quand même. Oui, et puis des chancelleries, en disant mais non, mais ce monsieur s'exprime à titre personnel et en aucun cas nous demandons la suspension des aides à Gaza. Bon, alors on ne sait plus très bien ce que veut l'Union européenne. Et le lendemain, réunion de l'Union européenne et déclaration complètement lénifiante en disant bon, on ne sait pas très bien, on va regarder ce qui se passe dans ces aides, comme s'ils ne savaient pas ce qui s'y passait. C'est complètement invraisemblable. Ça fait 1,5 milliard d'argent qui est donné et on ne sait pas où ça va. Qui sont déversés. Alors, attendez, là c'est quand même dingue. Et puis confusion totale dans les 27. Parce que le Danemark a dit, moi je suspends toutes les aides, que ce soit des aides humanitaires, des aides au développement, peu importe, je suspends immédiatement les versements à Gaza, sur la bande de Gaza. Et l'Allemagne dit exactement l'inverse. Dit non, moi je continue. Et la France dit exactement l'inverse. Donc, confusion totale, cacophonie de l'Union européenne et confusion totale des membres de l'Union européenne. Donc, on ne sait plus très bien ce que veut l'Union européenne, ce que veulent les pays vis-à-vis de ce conflit israélo-palestinien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on ne veut plus de cette Union européenne qui fait toujours la démonstration de son impuissance totale. Mais ce qu'on a évoqué hier, c'est cette aide. C'est cette aide. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de contrôle de savoir où va cette aide? Et ce matin, Gérard Larcher disait, je ne peux pas garantir parce que c'est impossible l'aide ne soit pas allée au Hamas. Ça passe par des associations, des organismes bidons, des associations près de humanitaires, qui en réalité reversent au Hamas, on le sait tous, c'est clair. Et qui laissent dans la population dans une misère. Oui, absolument, parce que je voudrais juste cette précision, parce que évidemment, on se fait insulter et beaucoup de messages qui disent mais vous ne parlez pas des gens à Gaza. On peut tout à fait condamner ce qui se passe en Israël, prendre en compte la souffrance des Gazaouis qui sont maintenus dans cet état de pauvreté. Ils sont sous le seuil de viabilité. Donc c'est pas dire Israël contre Palestine, c'est pas le sujet. Mais justement, Valérie, quand on dénonce le Hamas, on dénonce aussi la situation que vit la population à Gaza. C'est ce que me dit un Ils sont auditeur. victimes du Hamas. Oui, mais bien sûr. Mais sur cet auditeur me dit, lâchez-nous avec LFI, ce n'est qu'une parenthèse dans cette histoire. Il n'a pas entièrement tort, mais c'est des répercussions en France. Il dit n'apportez pas ce conflit dans la politique des cuisines françaises, sauf qu'elle y est, on y est dedans. Et il dit la colonisation d'Israël sur les terres palestiniennes est une ignominie, que ce soit, c'est son point de vue pour le monde, mais surtout pour les Palestiniens. Et il dit le Hamas n'est pas une organisation qui libérera la Palestine. Admettons que demain il gagne, les Palestiniens, peuple fier et libre, subira les lois de la charia et la liberté ne sera qu'une illusion. Le je Hamas reviens sur l'affaire des aides, puis je conclue avec on est quand même d'une naïveté invraisemblable parce que cette affaire des aides, on l'a connue avec l'autorité palestinienne. Oui. Bon, Yasser Arafat, il est mort richissime. Oui, absolument. Richissime. Personne ne le dit. Si. Mahmoud Abbas, il est richissime. Toute une partie de l'aide est confisquée à titre personnel. Le Hamas est la deuxième organisation terroriste la plus riche du monde. Oui, mais c'est complètement hallucinant. Personne ne dit rien. Ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on a les mêmes comportements. D'ailleurs, on a ces comportements-là dans des conditions totalement différentes avec l'aide qu'on envoie aussi en Afrique, à titre voilà. Et là, personne ne dit rien. On découvre, qu'une partie peut-être de l'aide serait détournée. Enfin, c'est complètement hallucinant. Lucas Jakubowicz, après Jean-Luc, sur l'aide sur l'aide, rien de particulier à dire, parce que je ne sais pas exactement comment elle est distribuée. Non, mais on a l'impression qu'on se réveille en se disant zut, l'argent est détourné, ça paraît être une évidence. J'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a quand même effectivement les habitants de Gaza qui sont otages du Hamas. Et il faut quand même rappeler que le Hamas est arrivé au pouvoir dans la bande de Gaza en 2007, je crois, par un coup d'État contre le Fatah, qui était l'autorité légitime palestinienne. Donc en fait, oui, les habitants de Gaza sont des otages, et la preuve, ils servent de bouclier humain actuellement. Bien sûr. Depuis toujours. Et du reste. Et du reste. Depuis toujours, mis dans des écoles, dans des centres de commandement du Hamas, c'est ce que recherche dans les hôpitaux et dans les écoles. Le Hamas, en fait. Avec leur aide, ils cherchent à susciter une riposte israélienne qui va avoir lieu, qui forcément va toucher des civils, pour ensuite exhiber des photos de victimes et dire aux autres pays arabes, vous voyez ce que vous soutenez, on est en proche d'Israël. Ils veulent évidemment mettre en échec toute tentative de processus de paix. C'est leur but. Et justement, ils utilisent les civils de Gaza comme appât pour ça. C'est quand même... Jean-Luc, ça ne doit quand même pas nous empêcher de parler aussi des scènes de liesse à Gaza.
à l'annonce des exactions contre les populations à Londres israéliennes. Et à Londres. À Sydney, à Londres. Jean-Luc Benamias sur les France. aides. Oui. Bon, incidemment, j'ai été 10 ans député européen. Je me suis pas directement occupé de l'aide à Gaza ou aux Palestiniens, mais l'aide, clairement, hein, je dis pas qu'il n'y ait pas de détournement d'argent, il y a forcément détournement d'argent dans toutes les aides, on l'a dit tout à l'heure. Mais l'aide, elle est directement à la construction d'écoles, les constructions d'hôpitaux, les constructions de centres sociaux. Voilà sur quoi l'aide européenne, votée par l'ensemble des parlementaires, écoles, ces hôpitaux. Et c'est où? Oui, qui sont régulièrement détruits par l'armée israélienne. Oh non. Alors moi, clairement... Et pourquoi tout cet enchevêtrement maintenant de positionnement et de position fait que parler de ce que je vais dire maintenant, c'est-à-dire que la seule issue au conflit israélo-palestinien est la reconnaissance d'un État palestinien et la reconnaissance par les Palestiniens de l'État israélien. Alors quand je dis ça... Mais je suis désolée, mais ça n'est pas du tout... Mais là, on parle du Hamas, non, mais là, justement, on ça n'a parle rien à voir avec... Mais le Hamas, alors qui nie l'existence même si vous ne le savez pas, je de vais l'État vous le dire, d'Israël et qui veut tuer des Juifs. Malheureusement, n'est pas la seule formation islamo-fasciste existant à Gaza. Il y en a au moins 2 autres. Et le Hamas a montré quoi avec cette horreur qu'ils ont fait ces derniers jours? Ils ont montré que c'était la force principale islamo-fasciste par rapport aux autres. Voilà ce qui est arrivé. Et c'est absolument atroce. C'est-à-dire que le conflit n'est pas prêt de se régler puisque à l'interne, dans le mouvement palestinien, depuis la mort d'Arafat, depuis l'arrêt de l'OLP, depuis la mort du Fatah, puisqu'il s'agit de ça, il n'y a plus de négociation possible. Oui. Et c'est dramatique par rapport à ce qui se passe. Sauf que vous dites une chose qui est fausse, qui est fausse. C'est que le Hamas, il en a rien à faire de la Palestine. Le Hamas est un mouvement religieux. C'est un mouvement religieux. Ils sont rentrés en Israël. Mais parce que vous parlez du règlement de la paix d'un État palestinien, je ne vais pas me prononcer pour ou contre ni quoi que ce soit, mais c'est pas le propos du Hamas. Le propos du Hamas, c'est effectivement de tuer des Juifs. Jean-Luc, la paix dont vous parlez, c'est la paix des cimetières pour les Juifs. Voilà ce dont vous parlez. Voilà. Mais oui, c'est la réalité. Bon, on va marquer une pause. 11h28 et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Une question quand même qu'on a posée dans l'émission Média. Peut-être qu'on peut repasser le son. Je ne sais pas si notre réalisateur est prêt sur le manque de soutien des artistes. Non, on ne peut pas passer le son. Et Gilles nous a passé aussi le son de Franck Tapiro qui demande aux sportifs de s'impliquer. Est-ce que vous êtes étonné qu'il n'y ait effectivement pas plus de soutien de la part d'artistes qui sont... Écoutez, moi je trouve qu'il y a quand même une très grande prise de conscience. Alors je suis peut-être naïf et aveugle, mais je trouve que cette fois-ci il y a une très grande prise de conscience dans la société française. Ça n'empêchera pas qu'il y ait encore des poches pro-palestinienne, pro-Hamas, etc. Mais je trouve que dans la globalité de la société française, il y a une émotion terrible. Moi je le ressens tous les jours. Vous parlez avec les gens depuis 3 jours, ils ne parlent que de ça. Ils vous disent que c'est épouvantable. Ils vous disent que le Hamas, ce sont des terroristes. Ils vous le disent très clairement. Et ils vous disent que Israël subit. Israël subit. Alors, et donc, moi, je trouve que ce sont des mots que je n'entendais pas avant. Avant, j'entendais effectivement de l'eau tiède. Là, je trouve qu'il y a une prise de conscience. Voilà. Oui, mais alors là, je vous parle des artistes. Mais je pense que ça viendra dans les artistes. Oui, mais ce sera un petit peu tard, non? Oui, mais vous avez un Kylian Mbappé qui réagit à la mort du petit ange disparu trop tôt, Naël. Vous avez Marion Cotillard qui est... Est-ce que c'est une polémique ou est-ce que c'est une interrogation? Non, mais je trouve que ça dépasse un peu... Non, ça dépasse pas, parce qu'il y a une forme de terreur aussi de ce qu'on m'a répondu pour la part de certains qui ont peur. Non, si je peux répondre, j'ai l'impression qu'en fait, on est dans une culture de politiquement correct. Voilà. Et que maintenant, tout le monde a peur de blesser, a peur d'être clivant, dans un sens comme dans l'autre. Et donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont ouvertement soutenu Israël en disant ça peut être touchy, on peut froisser des gens. Inversement, il n'y en a pas beaucoup non plus qui ont pris fait et cause pour la Palestine. C'est juste que c'est des artistes qui sont avant tout des marques et qui veulent pas perdre des followers autres et donc qui se taisent. Après, c'est... Mais c'est pas le cas pour d'autres causes. Mais bien sûr, parce que par exemple, défendre George Floyd,
Il n'y a pas de péril commercial pour l'article. Est-ce que c'est si important qu'ils défendent ou pas? Moi, j'avoue que je trouve ça un peu, voilà, je trouve ça un petit peu dérisoire. Ça dit quelque chose. Oui, non. Oui. Alors moi, non, je Alexandra Spinner. Ça dit quelque chose qu'on ne veut pas voir, c'est que défendre Israël est devenu quelque chose de très dangereux en France et qui vous livre quand même à un certain regard Moi, je trouve que cette fois-ci, c'est un peu en train de changer. Voilà. Mais je suis peut-être très naïf. Il y a une minorité qui est certes très agressive. Non, pardon. Depuis 3 jours, nous sommes tous abasourdis. On est tous, on n'arrive pas à décrocher de ces images monstrueuse. On est tous très en solidarité avec Israël. Je suis désolée, je ne trouve pas normal, et je partage l'étonnement de Valérie, que des stars qui ont une grande visibilité, notamment dans certains quartiers, ne s'expriment pas sur le sujet. Oui, ça me choque beaucoup. Et pourquoi ils ne s'expriment pas? Parce que ils savent très bien que de soutenir l'État d'Israël est quelque chose qui les mettra en péril vis-à-vis de leurs fans. Il y avait un très bel éditorial de... ça y est, quand on cherche le nom de l'ancien directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, Philippe Val, qui disait « Quand il se passe quelque chose en Italie et que je soutiens l'Italie, on ne me demande pas si je suis italien. Quand il se passe quelque chose en Allemagne et que je soutiens l'Allemagne, on ne me demande pas et on ne me critique pas. En revanche, je ne suis pas juif. Je soutiens Israël et on me demande pourquoi je le fais si je suis juif et ce conflit est très particulier, très particulier d'un point de vue de l'opinion. Moi, je crois qu'il ne faut pas effacer l'histoire. Autant moi, je suis membre de France-Israël, donc j'ai pas d'ambiguïté, de l'association France-Israël, donc j'ai pas d'ambiguïté sur mon engagement vis-à-vis d'Israël, mais je leur ai dit à mes amis israéliens, je leur ai dit depuis très longtemps, je leur ai dit, vous ne pourrez pas vivre à côté d'une poche de pauvreté de 2,5 millions de personnes. Il y a un problème là. Vous ne pourrez pas l'effacer. Mais après, on peut là, en l'occurrence, ça n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'il y a un État démocratique qui est attaqué par un mouvement terroriste. Dans l'appréciation d'un certain nombre de gens sur l'État d'Israël, ça peut jouer. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est un des arguments. C'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Italie, je suis désolé. Comment réussir dans ce climat ultra guerrier, d'atrocité, à être ce que je suis moi, un défenseur de l'État israélien, sans pour autant défendre le gouvernement israélien qui est de droite, avec des liaisons avec le gouvernement d'extrême droite. Là, il a difficulté c'est une confusion par rapport à un certain nombre d'artistes ou de sportifs. Mais est-ce que je peux exprimer ce que je pense par rapport à ça, en essayant d'être le plus calme possible? Le droit à l'existence d'Israël, pour moi, est total, non négociable, mais être en même temps lucide par rapport à ce qui se passe en Cisjordanie, par rapport à ce qui se passe à Gaza, n'empêche pas de soutenir à la fois l'État israélien et d'être en complexité par rapport à ce qui se passe. Pas par rapport aux atrocités, il n'y a pas de complexité là. Par rapport à la situation de sortie de ce conflit qui peut durer encore très longtemps. Voilà la complexité. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'artistes, Valérie, et un certain nombre de sportifs, sans doute, ont bien du mal à se positionner. Ouais, je suis pas sûr qu'ils soient dans cette complexité ni dans cette subtilité. Très claire. Très franchement, je pense pas. Ils assument de ne pas soutenir Israël. Les sous-estimer. Mais simplement, ce que je dis, c'est que l'analyse sur la position d'Israël, elle n'est pas l'analyse que peut avoir quelqu'un sur l'Allemagne, sur l'Italie. C'est totalement différent. Il y a une histoire totalement différente. Il y a, moi je l'ai dit, je le redis ici, Israël ne pourra pas vivre avec une poche de pauvreté de 2,5 millions de personnes encore pendant des années. Mais ça n'est pas possible. D'accord ici, mais c'est pas ce qui va se passer. Une auditrice me pose la question. Une auditrice me pose la question, me dit OK, admettons que le Hamas soit mis hors d'état de nuire. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle négociation? Comment ça peut avancer? Mais on n'arrivera pas à avoir une juxtaposition comme celle qu'on connaît aujourd'hui avec des conflits. C'est des conflits tous les ans. Alors là, c'est épouvantable, c'est atroce, c'est monstrueux. Mais c'est des conflits tous les ans. Des bombardements sur Gaza, c'est tous les ans. Ce ne sont pas des conflits. Des attentats terroristes à Tel Aviv ou à Jérusalem, c'est tous les ans. Tous les ans. Je voudrais... un auditeur me dit, pourquoi voulez-vous que des personnes ne soient pas neutres? Vous voulez toujours que les gens s'alignent sur vos opinions. C'est pas ça. Non, c'est parce qu'ils s'expriment aussi sur d'autres sujets. C'est ça. Mais c'est même pas ça. C'est que là, il y a un massacre abominable. Vous avez vu ces plus de 200 jeunes tués dans une rave, que ce soit
en Israël, tout clivage que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie ou en France, l'horreur est la même. Alors vous allez me dire, on peut pas faire abstraction du contexte. Il y a un moment, on peut s'indigner de la barbarie, de ces actes, sans forcément prendre position. On l'a dit en début de semaine. On peut tout à fait critiquer l'État d'Israël. On peut critiquer la politique. Mais les Israéliens s'en chargent très bien eux-mêmes. Et surtout, c'est pas le sujet ici. Qualifier les gens, parce que le ça Hamas, n'est pas le sujet, Jean-Luc. On a été trop gentil avec le Hamas. Je parlais des aides tout à l'heure qui continuent d'arriver. C'est un exemple, mais il y en a d'autres, des exemples comme ça. On a été trop gentil avec ces gens qui sont des terroristes depuis le début. On le sait. Jérôme, excuse-moi. Jérôme, considérez que les personnes qui s'occupent au niveau de l'Union européenne, que différents commissaires européens, quelle que soit leur sensibilité politique, ne fassent pas attention, n'essayent pas de faire attention à l'utilisation des subventions. Je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, comme toute subvention, c'est valable en Afrique, c'est valable partout, il y a des dérèglements malheureusement qui vont à des fractions épouvantables. Mais considérez que ces gens-là ne sont pas au courant, ne trahit pas fortement par rapport à cela. Excuse-moi, Jérôme, je ne crois pas que l'Union européenne soit si insensible que ça. Écoute, c'est ce qu'ils ont dit hier. C'est exactement ce que Borrell a dit hier en disant on va regarder si les aides sont bien arrivées au bon endroit. Mais parce il n'avait pas l'air système européen qui fait de ce qui était arrivé ou pas. Il a dit hier, c'était européen qui fait que pas tous en même temps. Qu'un pays comme la Hongrie puisse à un moment donné avoir la parole, parce qu'il y a la parole tous les 6 mois à différents pays. Évidemment que c'est pas facile quand c'est la Hongrie qui a la tête pendant 6 mois. Mais non, mais là, ça n'a rien à voir. C'est pas la Hongrie, c'est Borrell, qui est le chef de la diplomatie européenne, qui nous dit hier, par un communiqué, on va enfin regarder si les aides sont bien arrivées au bon endroit. Comment tu veux, Jérôme, que Borrell, puisqu'il s'agit de Borrell, qui est le représentant à l'international pour l'Union européenne, le vice-président à l'international à la Commission européenne, comment tu veux qu'il dise autre chose ? Non, mais il a l'air de découvrir ce qui se passe. On ne découvre pas. Ne prenons pas les dirigeants européens, notamment Joseph Borrell, espagnol. Ne prenons pas les dirigeants européens pour des jeunes loups qui viennent d'arriver. C'est des gens qui ont une expérience considérable. C'est d'autant plus grave que je les prends pas pour des jeunes loups. Oui, c'est d'autant plus grave. Je les prends pour des vieux routiers bien au courant de ce qui se passe. On va marquer une pause. Le pape François demande la libération immédiate des otages. Et très bien. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et sur cette question d'Israël, il y a évidemment ces otages, plus de 200 personnes détenues à Gaza. Comment faut-il négocier ? Il y a une pétition qui demande à ce qu'il y ait des négociations pour les libérer. Le pape ce matin s'est exprimé en demandant à ce que ces otages soient libérés immédiatement. Je doute que le Hamas entende cette demande et il se dit très préoccupé par la situation à Gaza. Lucas Jakubowicz, difficile et douloureuse question des otages, puisqu'on sait qu'Israël privilégie la vie plus que tout. Privilégiait, peut-être qu'on peut le mettre à l'imparfait aujourd'hui. Tout à fait. En fait, une constante dans l'histoire d'Israël, c'est que quand il y a des otages, on les libère à tout prix. L'exemple peut-être le plus frappant pour l'opinion française, c'était le cas de Gilad Shalit, qui était un soldat franco-israélien qui avait été kidnappé et qui finalement avait été échangé contre, je crois, 1027 prisonniers politiques palestiniens. Oui. Donc il y avait une disproportion entre guillemets de l'échange, ce qui prouvait qu'en fait, Israël est prêt à tout pour libérer ses otages. De même, l'armée israélienne n'abandonne pas un soldat ou un blessé sur le champ de bataille. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plus d'une centaine, le chiffre n'est pas encore connu, d'otages. Et donc le prix à payer pour les libérer sera tel que Israël sera vaincu rien qu'en négociant. Et du reste, pour libérer les otages, ça suppose de négocier ouvertement avec le Hamas, ce que l'opinion publique israélienne n'acceptera pas forcément pas. Et donc, il y a une sorte de dilemme. Que faire ? Est-ce qu'on considère le Hamas comme un interlocuteur et on essaye de libérer les otages ? Ou bien est-ce qu'on fait une rupture dans notre histoire politique et militaire, à savoir qu'on les sacrifie parce que la cause est plus importante que la libération d'une centaine de civils et peut-être d'une cinquantaine de militaires. Et il semble que pour l'instant, ce soit cette option-là qui soit en train de prévaloir. Et c'est effectivement une rupture dans l'histoire israélienne. Ouais. C'est-à-dire que c'est une rupture que cette invasion par les terroristes du Hamas sur la terre israélienne originelle. Ouais. C'est même pas dans les territoires, ce qu'on dit
ce que certains appellent les territoires occupés. C'est l'Israël originel. C'est absolument invraisemblable ce qui s'est passé. On n'a jamais vu ça. Des terroristes qui sont arrivés par milliers, visiblement, parce qu'on en a tué 1500. L'armée israélienne nous a annoncé hier qu'ils avaient retrouvé 1500 cadavres de terroristes. Donc ils étaient plusieurs milliers à franchir la frontière et à aller sur la terre israélienne originelle. C'est un choc incroyable. Un choc incroyable. Oui, et peut-être juste une petite précision aussi au niveau de la doctrine, on va dire, militaire d'Israël depuis sa création. En fait, l'idée de l'armée israélienne est assez simple, c'est que ils partent du principe qu'ils vont être attaqués par des pays voisins, qu'il faut riposter très vite, prendre un maximum de territoire à l'ennemi et ensuite négocier. Aujourd'hui, ils sont attaqués par des groupes terroristes qui font des raids sur le territoire israélien et entre guillemets, il n'y a pas de territoire à envahir, à contrôler pour ensuite négocier en position de force. Donc ça aussi, c'est un changement de paradigme qu'ils vont devoir résoudre. Alexandra Spinel. Alors sur la question des otages, je pense que c'est vraiment Israël qui devra prendre cette décision terrible. Toutes les pétitions du monde, tous les appels n'y changeront rien. Je crois que précisément ce qui nous différencie de ces barbares, c'est le prix que nous accordons à la vie. Et toutes les scènes qu'on a vues, ces dépouilles souillées, montrent bien que ces gens-là n'appartiennent plus à l'humanité. Quant aux déclarations du pape, moi j'avoue qu'elles me choquent une fois de plus. Sur l'Ukraine, j'étais déjà très choqué. Mais là, je suis encore plus choqué. On a appris par un communiqué, je crois que c'était hier ou avant-hier, je crois que c'était lundi. Alors, il y a eu le communiqué d'aujourd'hui sur l'affaire des otages, leur libération, etc. On a appris que le pape avait appelé le prêtre de Gaza. Il y a un prêtre catholique qui est à Gaza, bon, très bien. On n'a pas appris que le pape, François, avait appelé les autorités religieuses israéliennes. Ou alors il l'a fait, mais sans le dire. Alors s'il l'a fait, c'est très bien. Mais qu'on laisse sortir ça, j'avoue que j'ai été choqué. Jérôme, je me permets de vous interrompre. Il est chrétien, il est le chef des chrétiens, donc il appelle... D'accord, mais ceux qui ont subi des massacres, c'est quand même les Israéliens. J'aimerais quand même défendre le pape et le Vatican sur cette question-là. En fait, la diplomatie vaticane est très puissante, mais elle est aussi très très discrète. Et elle passe par des nonces apostoliques qui sont vraiment partout. Bien plus que des diplomates classiques. Par contre, la condition sine qua non de leur influence, c'est qu'ils communiquent pas, qu'ils s'expriment pas et qu'ils agissent dans l'ombre. C'est pas dans la nature du Vatican de faire des déclarations à l'emporte-pièce. Et je pense vraiment qu'ils agissent, mais sans faire parler d'eux. Mais là, c'est une déclaration qui a été officielle. On a appris qu'il avait appelé le prêtre catholique de Gaza. Alors c'est dans sa fonction. Moi, je suis bien d'accord. Je ne lui reproche pas de ça. Mais est-ce qu'il a fait en parallèle un appel également aux autorités religieuses israéliennes? Mais qui vous dit qu'il ne l'a pas fait? Mais c'est la question que je pose. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas rendu public? Pourquoi il ne l'a pas mis en parallèle? Parce que parfois, pour avancer, il faut mieux rester discret. Oui, je suis pas sûr. Franchement, Jean-Luc Benamias, le pape, l'influence du pape, du Vatican. Comme ça, on a pu apprendre qu'il existe sur le territoire de Gaza une communauté chrétienne qui existe, une communauté catholique qui existe sur le territoire de Gaza. Voilà de quoi s'occuper le pape. Alors après, moi, parler de ce que fait le pape ou ce que fait pas le pape, ou ce que font les différents patrons des différentes religions, très bien. Mais je vais faire une phrase. Le pape, combien de divisions? Dans un état guerrier dans lequel on est aujourd'hui, très bien, les paroles sont justes, et heureusement que le pape les fait. Il en a déjà fait, on l'a vu dernièrement à Marseille, notamment, par rapport à d'autres sujets, mais clairement, dans une situation ultra guerrière, terrifiante dans laquelle on est, les paroles, évidemment, tout le monde sait qu'elles ne suffisent pas. Moi, j'ai quand même trouvé que les déclarations du responsable de la paroisse chrétienne de Gaza étaient quand même très en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Parce que quand le père Gabriel Romanelli condamne les attaques, ça me paraît même sur le plan du sémantique un petit peu léger quand même. Mais tu veux qu'il disparaisse de Gaza et qu'il soit suicidé, qu'il soit mis en prison, qu'il soit assassiné? Enfin, Alexandra, où vit-il ce prêtre? Je suis en train de défendre un prêtre, moi, n'importe quoi, mais c'est comme ça. Tout arrive. C'est loin l'époque de la gueule ouverte. Non, mais t'as vu le piège que je t'ai tendu. Non, mais revenons. Non, j'ai pas de piège. Je plaisante. Revenons aux otages, Jean-Luc, la difficile équation pour Israël. Mais vous voyez bien, le parti pris pour l'instant
me semble-t-il, du gouvernement israélien et de l'armée israélienne, c'est de frapper fort. Et donc, l'histoire des otages, de négocier. À un moment donné, espérons qu'il reste encore des otages en vie. À un moment donné, on arrivera forcément, je l'espère, à des négociations. Je ne sais pas. Il faut le. Non, moi je suis assez sceptique sur le principe de la négociation. C'est un cas nouveau qui est arrivé avec cet envahissement, on peut le dire, hein, de terroristes sur le. D'habitude, malheureusement, on avait des attentats, j'allais dire circonscrits, pas de cette ampleur-là. Là, on a des massacres qui dénaturent totalement ce qui s'était passé avant. Donc, malheureusement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. L'appréciation vis-à-vis des otages va forcément changer. Oui, et puis j'aimerais rajouter peut-être une petite histoire familiale aussi qui peut peut-être avoir un rôle dans la crise des otages actuelle, c'est que Benjamin Netanyahou, donc le premier ministre israélien, son frère est décédé, était militaire et est décédé dans une opération de libération d'otages. Alors peut-être que ça joue sur sa psyché, on n'en sait rien, mais en tout cas c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Qui compte et qui est dans le évidemment dans ce qui va faire partie des paramètres. Pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a certainement aussi des négociations. On parle assez peu tout de même du rôle du Qatar, hein, qui visiblement aussi tente de. L'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite. L'Égypte a fermé sa frontière. Hein, n'accepte pas les réfugiés de Gaza. Donc là aussi, on peut s'interroger. Le général Sissi n'a pas envie de revivre ce qu'il a vécu il y a quelques années avec la prise du pouvoir en Égypte par les frères musulmans. Oui, mais on saura si effectivement l'Égypte a bel et bien prévenu Israël de cette attaque imminente et que ça n'a pas été pris en compte. On ne le sait toujours pas. Jean-Luc ? On n'a pas le temps parce que l'émission va se terminer, mais enfin, on voit bien la faiblesse. La grande surprise pour nous tous, je pense, c'est comment les renseignements israéliens qu'on jugeait extrêmement puissants ont pu ne pas être une seule seconde au courant de ce qui allait se passer, car tout le monde le dit, ceux qui connaissent bien ces territoires le disent. Enfin, pour préparer une invasion comme l'ont fait ces terroristes du Hamas, il faut 6 mois, il faut 1 an. Ils ont largement. J'ai pas de leçon à donner, mais ils ont largement sous-estimé l'intelligence qui peut exister, même chez des terroristes. Oui. L'intelligence et les aides. Et les aides, parce que ça n'a pas pu évidemment. Moi, je suis stupéfait depuis le conflit israélo-arabe, donc on va pas faire de l'histoire, mais ça remonte à 48, stupéfait par la position des pays arabes, quels qu'ils soient. C'est toujours, je vous aide, mais vous restez où vous êtes, mais surtout, vous ne venez jamais chez nous. On a connu ça avec la Cisjordanie. Les Jordaniens ont dit non, on ferme nos frontières. Surtout, on veut pas de Palestiniens chez nous. On les veut en Arabie Saoudite, mais comme des femmes de ménage ou des ouvriers, mais surtout pas comme des habitants. Et là, l'Égypte est en train de refaire ça. La Syrie l'avait fait aussi. Voilà, donc je trouve cette hypocrisie invraisemblable. Oui. Commentaire ? Oui, hypocrisie sur la cause palestinienne, qui est la grande cause des pays arabes, à condition qu'ils ne soient pas sur leur sol. Voilà. Et pourtant, ils sont sur leur sol au Liban, en Syrie, en Égypte et dans plein de pays arabes. Mais très peu, mais comme des ouvriers. Comme de la main-d'œuvre, c'est tout. Comme des citoyens. Sauf les chefs de l'autorité palestinienne et du Hamas qui coulent une belle vie au Qatar et à Dubaï. Voilà. Que ne va-t-on les chercher là-bas ? Avec l'argent des aides confisquées. Non. Que ne va-t-on les chercher là-bas ? Est-ce qu'ils iront ? Est-ce qu'on peut les atteindre ? C'est aussi une des questions qui se posent. Hein. D'accord, parce qu'il existe quelques accords internationaux, notamment de nos pays européens et de la France avec ces pays-là. Oui, bien sûr. Voilà, écoutez, on a un peu fait le tour pour aujourd'hui. Dans un instant, vous serez avec André Berkoff, qui, je pense, va continuer sur ce sujet. Merci à tous les 4 ce matin. Merci Valérie. À vous, éditeurs de Sud Radio, de nous avoir donné votre avis aussi. Et effectivement, oui, il y a le Liban qui est aussi désigné comme ayant aidé à fomenter ces attaques, mais je pense qu'on en saura plus dans les jours qui viennent. Merci à vous. Merci.